Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir la boîte de Pandore avec moi et de venir explorer ensemble les méandres d'une machine à coudre de 1880. On va parler aujourd'hui de prendre soin d'une machine à coudre de 1880. Je vais vous montrer tous les petits recoins de la machine qui ont besoin d'un entretien pour pouvoir la garder en bon état. Et la première étape consiste à venir retirer la navette transversale et ensuite je suis venue mettre un petit bout de tissu pour pouvoir retirer le pied presseur et l'aiguille, ce qui va empêcher d'une part le pied presseur si jamais cela doit arriver de tomber directement sur les griffes d'entraînement et risquer de les endommager. Et ensuite, ça permettra également d'empêcher l'aiguille de tomber sous la machine et ce sera par conséquent beaucoup plus simple pour la récupérer si jamais il en est besoin. Je suis ensuite venue retirer le levier du pied presseur puisque je ne pouvais pas retirer la plaque sans l'avoir retirée au préalable. D'ailleurs, faites attention, il y a une rondelle entre le levier et la plaque de la machine pour pouvoir protéger l'émail et le décor du frottement. Donc c'est une pièce petite à ne pas perdre. Et enfin, je suis venue retirer les vis qui permettent à la plaque de rester en place. Et là, il va falloir faire attention puisque les composants ne sont pas tous attachés à la plaque et qu'il faudrait éviter que la barre du milieu, qui est donc la barre de l'aiguille, ne tombe puisqu'elle n'est pas du tout rattachée à la machine et qu'elle est amovible. Je viens ensuite retirer le porte-aiguille en faisant attention de ne pas le faire tomber et surtout au releveur de fil qui est sur ressort pour éviter qu'il ne claque. Sur les machines Saxonia de 1880, on a accès au rouage de la machine en passant par l'arrière. Il suffit de dévisser les deux vis qui tiennent la plaque de l'arbre pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est la mécanique interne de la machine et pouvoir opérer dessus en cas de besoin, la huiler, la nettoyer et tout le reste. Faites également attention ici à ce que votre plaque ne tombe pas et n'endommage pas les décorations de la machine. Moi j'ai de la chance qu'elle soit un petit peu collée, donc je n'avais pas à me soucier de ça puisqu'elle est assez vieille et qu'elle n'a pas été énormément touchée. Je suis ensuite venue retirer la vis qui maintient l'arbre du volant en place pour pouvoir le retirer plus tard. Puis de retour sur le devant de la machine, je suis venue retirer la vis qui maintient la plaque à aiguille en place. J'ai ensuite dévissé la vis qui permet de maintenir la machine en place au niveau de la table pour éviter qu'elle ne bouge au moment de la couture et pour pouvoir avoir accès au mécanisme qui se trouve sous la machine. Et afin de ne pas forcer sur les charnières de la machine, je suis venue mettre mon petit chaudron à l'arrière pour pouvoir la faire reposer dessus et éviter que les vis ne s'arrachent de la table en bois.
Ce nettoyage n'est pas le tout premier que j'ai fait sur cette machine. En réalité, ce nettoyage est le nettoyage des 10 heures. C'est-à-dire que lorsque j'ai une nouvelle machine, je fais le tout premier nettoyage immédiatement avant de commencer même à la tester. Ça permet ainsi de commencer à pouvoir prendre contact entre guillemets avec la machine et d'être sûr de ne pas faire de bêtises par la suite avant de faire le premier nettoyage. Ça permet d'avoir une première approche et de connaître déjà plus ou moins la machine. Par la suite, après le tout premier nettoyage, j'utilise environ une dizaine d'heures ma machine normalement, comme si elle avait été nettoyée de fond en comble pour pouvoir faire remonter les saletés ou les décrocher grâce aux vibrations ou même au huilage que j'avais déjà fait juste après le premier nettoyage. Ainsi, ça permet de ne pas trop frotter au moment du tout premier nettoyage, mais ça permet également d'apprendre à connaître la machine, même si elle n'est pas parfaitement nettoyée, pour être sûr de bien connaître le son qu'elle fait, la façon dont elle réagit aux commandes de ce que vous lui demandez, mais surtout de s'habituer à elle et de savoir par exemple si vous avez remonté une pièce à l'envers ou qui n'est pas très bien serrée ou pas très bien réglée, de pouvoir vous en rendre compte facilement. Tandis que si vous commencez à faire tout de suite ce tout premier gros nettoyage, vous ne connaissez pas votre machine, et s'il y a quelque chose que vous avez mal remis par exemple, et ben vous ne vous en rendrez pas compte immédiatement. Et vous verrez que c'est assez primordial pour le coup de faire comme cela, puisque j'ai eu un petit problème au niveau du nettoyage et que j'ai pu m'en rendre compte justement parce que j'avais déjà cousu avant avec, et c'est ce qui va me permettre de pouvoir le résoudre. Je suis donc venue commencer par retirer tous les restes de graisse, d'huile, de poussière et de tissu qui auraient pu rester coincés à travers le temps. Et pour être sûre de ce que je fais, je vais venir utiliser une ancienne aiguille de machine qui est émoussée pour être sûre de ne pas rayer le mécanisme et de ne pas l'endommager, mais également des cotons-tiges qui vont me permettre d'avoir accès plus facilement à certains endroits de la machine sans avoir à utiliser un chiffon, même s'il est doux, qui pourrait venir, étant donné qu'il peut se prendre dans un petit recoin, d'endommager une pièce ou même le système. Ainsi j'ai plus de manœuvres et je peux mieux contrôler ce que je fais. Je suis ensuite venue démonter la plaque qui va me permettre d'avoir accès aux griffes d'entraînement, ou tout du moins au dessous des griffes d'entraînement, pour pouvoir venir la nettoyer. Je ne l'avais pas fait lors du premier nettoyage, justement parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, je voulais d'abord connaître la machine pour être sûre de ne pas faire d'erreur et de la remonter bien correctement. Cette petite plaque non seulement permet de maintenir les griffes d'entraînement en place, mais elle vient également aider au réglage de la hauteur des griffes d'entraînement. Par conséquent, c'est assez avantageux de commencer à coudre quelques heures sur la machine pour se rendre compte d'où doivent tomber les griffes d'entraînement pour éviter qu'elles ne soient trop basses ou trop hautes, mais aussi il faut faire attention à la position juste avant que vous ne démontiez cette petite plaque pour être sûr de la remonter correctement, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fait de monter ou de descendre vos griffes d'entraînement. Ainsi vous pourrez remettre la plaque à l'exacte position dans laquelle elle était avant. Et faites attention quand vous le retirez, puisque le ressort qu'il y a sur le côté est aussi enclenché à l'arrière. Alors ne tirez pas trop fort au risque de l'endommager, et retrouver une pièce comme ça c'est assez compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montre au moment où je remonte l'entièreté de la machine comment le glisser dans la petite encoche pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien à sa place et qu'il n'y ait pas de problème ensuite à la couture. Évidemment, je viens nettoyer le dessous de la plaque auquel j'ai accès désormais pour pouvoir retirer toutes les joyeusetés que vous voyez là de saleté qui sont venues s'accumuler au fil du temps et des coutures passées.
Je vais ensuite venir refermer ma machine et je vais venir m'occuper des griffes d'entraînement. On ne le dirait pas comme ça, mais elles sont en fait assez sales et je ne peux pas les retirer de la machine sans avoir à démonter l'entièreté de l'arbre qui permet son actionnement. Par conséquent, toujours munie de mon aiguille émoussée, je vais venir frotter entre les griffes d'entraînement en faisant attention de ne pas les rayer, les casser ou les endommager. Et pour le coup, il faut y aller vraiment tout doucement et ne pas frotter énormément. Juste se contenter de passer suffit en fait à retirer toute la crasse qu'il y a entre chacune des griffes. Et au passage, vous verrez que ça change vraiment. Je ne pensais pas qu'elles étaient si sales et qu'il y avait une telle accumulation d'anciennes coutures entre elles et c'est vrai que c'est assez impressionnant en regardant à la caméra et il faut vraiment y aller vraiment doucement. Vous voyez, je ne frotte pas plus que ça, je fais plusieurs passages, je ne m'attarde pas pour éviter de chauffer avec le frottement. Je passe d'une griffe à une autre, quitte à revenir plus tard dessus pour être sûr de ne pas endommager, puisque au fur et à mesure, bien évidemment, que je décolle la crasse, eh bien elle s'accumule et on a de moins en moins de facilité à voir ce qu'il se passe dessous. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir toujours auprès de vous, lorsque vous nettoyez votre machine ancienne, un pinceau qui va venir retirer toutes les petites poussières comme ça qui sont accumulées lors de petits frottements ou de nettoyage et qui soient assez doux. Moi, j'utilise des pinceaux de peinture, comme ça je peux avoir des poils qui soient assez fins, et si ce n'est pas assez fin, je vais venir utiliser des pinceaux de maquillage, comme ça je peux avoir accès à des endroits qu'un pinceau de peinture ne peut pas avoir accès, où les poils ne seront peut-être pas assez fins. Ça vous permettra d'avoir une amplitude un peu plus large pour le nettoyage et être sûr de pouvoir aller dans chaque recoin de votre machine. De retour sur le dessous de la machine, je suis venue nettoyer au niveau de la fonte pour pouvoir venir retirer tous les éclats d'huile ou de graisse qui auraient pu être projetés au fur et à mesure des utilisations et être sûr que tout soit le plus clean possible. Et encore une fois, je vais venir me servir d'un coton-tige qui va me permettre d'avoir accès à des coins et recoins auquel je n'aurais pas accès avec par exemple un chiffon ou même un sopalin ou peu importe ce que vous avez sous la main et que vous voulez utiliser ou pouvez utiliser avec votre machine. Personnellement, je trouve que pour ces vieilles machines, le coton-tige est vraiment l'outil quasiment indispensable pour le nettoyage, car il permet, grâce au coton, d'attirer toute la poussière et puis au passage, ça permet aussi d'absorber les résidus de graisse. Donc je trouve que c'est vraiment l'outil indispensable au nettoyage d'une machine. Alors là on est au point un petit peu compliqué de la machine pour le nettoyage puisqu'il s'agit de l'arbre qui va permettre l'actionnement de la navette et il faut absolument qu'il soit très bien nettoyé et puis surtout il est rempli de plein de coins, de recoins et difficile d'accès. Et même avec le coton-tige, c'est un peu difficile de venir nettoyer, donc il faut vraiment apprendre à bouger correctement son arbre pour pouvoir faire tourner cette grosse pièce et être sûr de pouvoir avoir accès au maximum des endroits que vous pouvez atteindre pour pouvoir les nettoyer correctement et retirer tous les excédents d'huile, de poussière et de poussière de tissu, de couture, de fil et tout ce qui aurait pu venir s'agglutiner sur ces pièces.
À l'arrière de la machine, je suis venue retirer cet amas de graisse qui était séché au niveau de l'arbre principal de la machine pour pouvoir le libérer, puisque normalement j'aurais pu le laisser, mais je préférais avoir quelque chose qui était tout de même assez bien nettoyé pour pouvoir bien rehuiler plus tard et éviter que l'ancienne graisse ne se réhumidifie constamment. Et si par exemple il y avait quelque chose qui venait à bloquer le mécanisme, et bien qu'il ne puisse plus, puisque la graisse aurait été décollée et qu'ainsi tout problème éventuel ait été écarté. Je suis ensuite venue décoller les saletés qui se sont accumulées sur le releveur de fil à l'aide de mon aiguille. Et puis je suis venue essuyer tout ça avec mon chiffon. Donc c'est un chiffon doux, ce qui va permettre de ne pas abîmer la machine, les décorations, les dorures, l'émail, mais aussi là, l'acier qui est assez vieux. Je suis ensuite venue pour nettoyer le dévidoir, mais il était assez propre, du coup je n'ai pas trop insisté et j'ai décidé de passer à une autre partie de la machine qui était bien plus sale et qui avait bien plus besoin d'être nettoyée que celle-ci. Je suis ensuite venue retirer la vis qui maintient mon volant en place. Alors je me suis aidée pour cela d'un tournevis légèrement aimanté, ainsi il n'a pas trop bougé pendant que je le retirais, puisque c'est une vis qui est vraiment assez grande et ça va permettre d'avoir plus de stabilité au moment de la retirer et d'être sûr que ça ne bouge pas et qu'il n'y ait pas un coup de tournevis à droite et à gauche qui pourrait venir endommager le volant ou même l'émail. Je suis ensuite venue nettoyer les rouages de la machine, il y en avait vraiment besoin. Comme vous voyez, c'était assez encrassé, plein d'huile, c'était collé, c'était vraiment pas beau à voir. Et il m'a fallu un bon moment quand même pour retirer tout cet amas de graisse. Même s'il en reste encore un petit peu, comme vous verrez, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était là. Et j'ai dû frotter quand même un bon moment pour pouvoir réussir à ravoir la pièce de façon correcte. Alors au début j'ai essayé de le faire à l'aiguille et puis j'ai rapidement abandonné ma méthode puisque sinon j'aurais mis énormément de temps à le faire avec mon aiguille et je suis allée chercher une brosse à dents et puis j'ai frotté tout simplement avec un petit peu de savon de Marseille. Alors ça, le savon de Marseille pour les machines anciennes, c'est vraiment l'idéal. Ça permet de ne pas sécher les rouages, les pièces, enfin tout ce qui compose une machine puisqu'il y a de l'huile dedans et ça va permettre en même temps de décrasser tout ça assez facilement. Donc si vous devez reprendre une vieille machine qui est sale, je vous conseille vraiment le savon de Marseille. Franchement, ça sauve la vie et ça permet de ne pas abîmer les pièces de votre machine. Je suis ensuite venue sécher donc, mon nettoyage pour être sûre qu'il ne reste pas d'eau. Et entre les griffes du rouage, je suis venue passer mon coton-tige pour retirer ce qui aurait pu rester de dépôt de savon entre chaque griffe pour être sûr que non seulement ça soit bien nettoyé, mais qu'en plus il ne reste pas d'humidité qui pourrait venir rouiller ma pièce. C'est quelque chose qui vraiment je ne veux pas avoir sur ma machine puisque là elle n'est pas rouillée, elle est juste encrassée et la rouille est vraiment l'ennemi des pièces en acier des machines à coudre anciennes étant donné en plus qu'elle n'était pas du tout construite de manière à avoir de l'anti-rouille puisqu'il n'existait pas encore à cette époque-là. Je suis ensuite venue nettoyer l'engrenage du dévidoir. Alors j'ai commencé par retirer toute
la saleté de ma vis pour être sûre de pouvoir, si jamais j'en avais besoin, la retirer. Là, je n'ai pas eu besoin de le faire, donc je l'ai retirée pour pouvoir tout simplement la nettoyer. Et puis je suis venue mettre un bon coup de chiffon avant de reprendre mon aiguille pour nettoyer entre les griffes. Parce que, eh bien évidemment, c'était le rouage qui était le plus encrassé. C'était d'ailleurs assez étonnant. J'étais étonnée de savoir que c'était celui qui était le plus sale. Donc je suis venue commencer par gratter avec mon aiguille entre chaque dent du rouage pour retirer le maximum avant de venir, là encore, nettoyer à l'aide de ma brosse à dents. Là, j'ai un petit peu plus insisté au niveau du frottement puisque on ne voyait presque plus les dents comme vous pouvez voir du rouage. Donc j'y suis allée un petit peu plus fort pour être sûre de tout bien décoller puisque c'était en plus vraiment bien tassé, bien accumulé. Et j'avais besoin vraiment d'avoir un nettoyage un peu plus énergique. Mais là encore, je vous conseille d'aller quand même faire attention à ce que vous faites pour ne pas risquer de casser une des griffes. Déjà que je me suis rendu compte que certaines étaient émoussées, je n'avais vraiment pas envie d'en casser une ou d'en émousser une autre, donc j'ai fait attention tout de même, même si j'ai mis un tout petit peu plus d'énergie au moment du décollage de la crasse pour être sûr que tout parte, enfin du moins le maximum parte avant de passer au nettoyage avec la brosse à dents. Comme vous pouvez le voir, même s'il reste encore quelques dépôts de graisse, le rouage d'entraînement du volant est bien plus propre. Je pense que je le renettoierai régulièrement jusqu'à le ravoir quasiment neuf. Bon, il sera jamais réellement neuf, ou du moins quasiment neuf, tel qu'il était il y a 144 ans, mais ça me permettra d'avoir quand même quelque chose de plus propre et qui surtout pour le coup sera moins attaqué et pourra durer encore plus longtemps dans le temps. Comme vous pouvez le voir, je l'ai réenclenché au niveau du volant et puis je vais venir le positionner en faisant attention à ce que les griffes du rouage supérieur viennent bien s'imbriquer avec les griffes du rouage d'entraînement de ma roue, et puis je suis venue replacer ma vis pour maintenir tout ça en place. Alors je ne m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, mais il y a un réglage au niveau de cette vis par rapport à la force du volant.
Donc je vous montrerai un peu mieux un petit peu plus tard, mais si vous forcez trop au niveau de la vis, eh bien votre volant ne tournera pas, il va se coincer, se bloquer, et donc faites attention à ça dès le départ. Je vais vous montrer un petit peu plus tard ce qu'il faut faire, comment il faut le régler, parce que c'est vraiment quelque chose au millimètre près et il faut faire vraiment attention. Voilà, comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à tourner mon volant, il est vraiment grippé, comme si la machine n'avait pas fonctionné depuis très très longtemps. Et ça, c'est lié au fait que j'ai beaucoup trop serré la vis. Et donc il va falloir que je vienne la desserrer légèrement pour pouvoir permettre au volant d'avoir plus de fluidité et d'être moins coincé. Faites attention, si vous avez besoin de refaire ce réglage, il faut venir retirer ou du moins desserrer au moins un minimum la vis qui permet de bloquer le réglage. Ça va vous permettre de pouvoir retourner la vis de réglage correctement pour pouvoir la desserrer et permettre au volant de recommencer à tourner normalement. Comme vous pouvez le voir, le volant manque encore de fluidité. À ce moment-là, je pensais que c'était parce qu'il n'y avait pas de graisse qui permettait au rouage de tourner correctement. Non, en fait, le problème venait d'ailleurs. Je vous le montrerai dans la seconde partie de cette vidéo, puisque cette vidéo est en 2 parties, sinon elle aurait été trop longue. Donc je vais vous laisser découvrir ça la semaine prochaine. Comme ça, vous saurez également quels ont été les petits problèmes que j'ai rencontrés au niveau du réglage du volant de la machine. Et si jamais vous devez rencontrer ce problème, vous saurez comment le régler. Et comme j'avais mis énormément de graisse, évidemment, elle est ressortie des rouages. Et donc je suis venue à l'aide d'un pinceau à maquillage la remettre au niveau de chacun des crans des roues pour pouvoir huiler correctement et ne pas avoir de coulures ou de dépôts sur le côté qui pourraient gêner à l'entraînement de la machine. Et voilà, c'est sur cette étape que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez au rendez-vous pour la partie 2. Et en attendant de la visionner, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des futures vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure extraordinaire sur ma chaîne.